de l'homme, d'abord, dans ce livre, et puis toute l'histoire de l'humanité, puis notre histoire. Enfin, vous avez expliqué ça beaucoup mieux que moi. Vous êtes sûr? Oui. Donc bonjour, moi, je suis toujours heureux de vous rencontrer. Toujours un peu impressionné parce que j'ai souvent affaire à une assistance assez calme. Alors s'il vous plaît, réagissez fort. Donc c'est vrai que c'est un livre important. J'ai un peu traîné les pieds pour le faire parce que ça ne m'amusait pas de me raconter. Et Odile a dû se dire, il vieillit, c'est le moment de lui demander ses mémoires. Il faut quand même faire attention parce que ce soit acquis avant qu'il ne disparaisse. Donc je me suis résolu à le faire, quoi. Et ces mémoires, ça m'a beaucoup intéressé. Je dois dire que ça m'a beaucoup intéressé. Je dis ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est fini. Tout n'est pas saisi, mais c'est fini. Bravo. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que ça m'a permis de me regarder un petit peu dans le rétroviseur. Et comme disait le roi Gourand, j'ai l'impression d'être sur le bord de la route et de me regarder passer. C'est joli. Moi, je ne suis pas si poète, malheureusement. Et donc, j'ai envisagé ce bouquin en 3 parties. J'ai beaucoup réfléchi. C'est pas très facile de mettre ça dans un seul volume. J'avais l'intention au début de faire une collection prétentieuse. Mais en fait, tout est dans un volume. Et donc, j'ai envisagé 3 parties, en gros, de 25 ans. Alors, il y a un petit 4e tiers, parce que j'ai dépassé les 3 fois 25. Mais en gros, quand même, c'est en 3 tiers. Et les 3 tiers, c'est d'abord la Bretagne, je vous dis ça très grossièrement. D'abord la Bretagne, parce que j'y ai séjourné beaucoup et j'y ai fouillé beaucoup. Ensuite l'Afrique, parce que j'y ai séjourné aussi beaucoup. 7 ans, puis 11 ans, presque 20 ans. Et puis ensuite Paris, avec beaucoup de voyages, beaucoup de tournées à travers le monde, beaucoup de fouilles à travers le monde, et en particulier l'Asie, un peu l'Amérique, etc. Mais donc 3 parties, en gros, Bretagne, Afrique et Paris. Et je réfléchissais un peu à l'occasion de cette rencontre ces jours-ci, et je me disais que, de façon amusante, parce que je ne m'en étais pas rendu compte, je suis un porteur d'emblèmes. C'est très prétentieux, ça continue à être prétentieux. Je suis un porteur d'emblèmes malgré moi, parce que j'ai fouillé en Bretagne des monuments mégalithiques superbes. J'ai fouillé le plus grand, qui s'appelle Bardennès, qui fait tumulus de 100 mètres de long, à peu près 8 mètres de haut et 40 mètres de large, avec 12 dolmens en dessous. C'est un immense monument, c'est même 3000 ans avant les pyramides. Et donc je connais bien les monuments mégalithiques, et il se trouve que un certain nombre d'années après, plus de 50 ans après, je me retrouve dans le Morbihan, président du comité scientifique international pour mettre ces monuments au patrimoine mondial. Formidable, hein? Je suis très heureux d'avoir cette responsabilité. Prochaine réunion le 10 mai, et puis une autre réunion en juin, enfin ça marche bien. Et je connais bien la directrice générale de l'UNESCO, et je lui dis, j'ai 100 000 tonnes de granit sur les bras, ouvrez-moi la porte. Là. Donc ça va marcher, c'est tout à fait anormal que les monuments de Karnak, les menhirs, les aliments, tout ça ne soit pas encore au patrimoine mondial, mais ça va se faire, mais il faut faire un dossier énorme avant que ça ne se réalise. Donc voilà le premier emblème. L'emblème suivant à propos de l'Afrique, c'est Lucie. Il se trouve que Lucie a été un grand coup au moment de sa découverte, 1974, c'est vieux, a été un grand coup parce que c'était le plus vieux préhumain connu à l'époque, 3,2 millions. C'était le plus complet à l'époque, 52 ossements sur 206, et c'était aussi le premier dans mon laboratoire qui s'est révélé être à la fois marcheur et grimpeur. Et avoir une ancienneté, une antiquité des préhumains, des ancêtres, qui soient à la fois debout, incontestablement, en permanence, marcheur sur les 2 pattes de derrière, et en même temps toujours grimpeur, ça a été une grande révélation. Et puis depuis, on a trouvé beaucoup plus ancien, c'est plus 3 millions, c'est 4, 5, 6, 7 millions. Depuis, on a trouvé beaucoup plus complet. On a trouvé en Afrique du Sud
un joli petit squelette qu'on a appelé d'ailleurs Little Foot, c'est aussi mignon que Lucie. Little Foot avec ses charmants, parce qu'on lui a trouvé un pouce de pied là, tout à fait au début. Et Little Foot donc est plus complet que Lucie, plus vieux que Lucie, et puis il y a beaucoup plus vieux que Lucie par ailleurs. Et Lucie demeure curieusement emblématique. Lucie est connue à travers le monde entier. Lucie est probablement parce qu'avec les 52 ossements, on a reconstitué un peu sa silhouette, donc elle a pris vie. Et chez beaucoup de gens, chez beaucoup d'enfants, Coppens a disparu de la circulation et Lucie est toujours très connue. Alors j'ai une petite histoire évidemment, comme l'histoire des 100 000 tonnes de granit à vous raconter à ce sujet. J'ai le choix, hein, parce qu'il y a plein d'histoires de Lucie. Mais la plus belle histoire, je trouve, c'est la réalisation dans les années 80 d'un petit film pour la télévision, c'était France 3, je crois, et qui s'est appelé Yves, c'est moi, Yves, Lucie et les autres, ou l'histoire de l'homme, l'histoire de l'homme. Et ma secrétaire, qui était Monique Tercis, a reçu un message, un appel téléphonique de Télé 7 jours, demandant une photographie des deux squelettes. On voyait comme quoi la notoriété est... Alors ma secrétaire, qui est toujours gentille d'ailleurs, avait dit, écoutez, on va vous envoyer la photographie d'un des deux. L'autre vieillit, mais enfin il est encore plus en mode. Donc ça c'est Lucie pour l'Afrique. Et puis la dernière partie, Paris. Eh bien Paris c'est un piège, quoi. Dès que vous êtes arrêté, dès que vous n'êtes plus sur le terrain, vous n'êtes plus sur le terrain si longtemps, vous êtes ici, donc vous êtes coincé pour toutes les commissions, tous les congrès, bien sûr, mais les congrès, c'est professionnel, mais les commissions, les conseils, les comités, tout ce que vous voulez, comité du CNRS, comité des fouilles à l'étranger, comité des fouilles en France, on est de toutes les sauces, et à chaque fois, il faut faire des rapports, soutenir ces rapports, siéger, enfin, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ceci étant dit, il se trouve qu'à Paris, le ministre Mitterrand, Frédéric Mitterrand, m'a nommé président du conseil scientifique de l'ASCO, président du conseil scientifique international de l'ASCO. Je connaissais les rupestres, mais je n'en suis pas spécialiste. Mais du coup, je suis devenu un peu proche de l'ASCO, de sa grotte, et des Cro-Magnons, etc. Donc voilà le troisième emblème. Oui, c'est pas mal d'être responsable de la grotte de l'ASCO. On leur réserve une visite surprise à l'ASCO. L'autre jour, au président, vous avez vu, j'ai sorti mes clés en disant que j'avais les clés de la grotte, ce qui n'est pas vrai. On ira visiter ensemble, je vais encore venir. Et alors, à ce sujet, j'ai aussi plein d'histoires. La première, c'est Frédéric Mitterrand, quand même, qui, consulté, paraît-il, par son entourage, a dit pour ce conseil scientifique, pour la présidence de ce conseil scientifique, il me faut un préhistorique. Alors je vais expliquer après qu'un préhistorien étudiait les préhistoriques, mais que quand même j'avais quelques idées de ce qu'était l'un et de ce qu'étaient les autres. Et ensuite, mon autre petite histoire, ça m'a amusé aussi. Il se trouve qu'en tant que président, c'est moi qui ai descendu, si j'ose dire, pas comme ça, mais dans la grotte les autorités. Donc je suis descendu 2 fois avec Frédéric Mitterrand, une fois avec Sarkozy, qui a d'ailleurs baissé le ton de sa voix en arrivant dans la grotte. Je lui ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Elle se dit, vous voyez que c'est un sanctuaire. Et la troisième fois avec Filippetti, avec Aurélie Filippetti. Et avec Aurélie Filippetti, c'était pour la première pierre, en fait, c'était le premier coup de pinceau de l'ASCO 4. Et dans cette grotte, maintenant, on fait très attention et on porte des combinaisons pour éviter les pollutions. Et donc, je descends avec Aurélie Filippetti, on arrive dans un sas, le sas est fermé. Là, un responsable de la grotte, un gardien de la grotte, vient avec les combinaisons, donne son paquet à Aurélie, me donne mon paquet à moi, et puis on s'habille de la combinaison, et le pauvre type, impressionné sans doute devant la ministre, s'était trompé. C'est-à-dire qu'Aurélie nageait dans une énorme combinaison, et moi je ne pouvais pas fermer la mienne. Donc ça lie avec son ministre. Malheureusement, Aurélie est partie, donc je n'ai pas eu ce ministre très, très longtemps, mais enfin c'était assez drôle.
Donc, Lascaux, c'est évidemment emblématique parce que c'est en effet une des plus grandes, une des plus belles grottes du monde, incontestablement, sur le plan artistique. C'est quand même 600 peintures animalières, 400 signes peints, 1500 gravures, et dans 3000 mètres carrés seulement, ce qui n'est pas beaucoup, quoi. Donc, comme vous disiez Odile, cette histoire mon histoire, c'est un petit peu aussi l'histoire de l'homme, parce qu'il se trouve que je n'ai jamais cessé de faire de la préhistoire depuis tout petit. Ma première publication, c'est 51, donc je suis né en 34, là, pour tout vous dire. Donc, j'avais 17 ans, et je n'ai jamais cessé de faire ça depuis. Et à propos de mon âge, d'ailleurs, je présente, surtout quand il s'agit de jeunes qui chahutent un peu au début, je commence toujours comme ça. Je leur dis, écoutez-moi bien, je suis né en 1934. Donc il y a un silence, et puis à ce moment-là, les enfants cherchent, évidemment. Et je suis sûr qu'à la fin, quand je sors, il y en a qui cherchent encore. Mais du coup, ça calme les jeux, quoi, en disant, je suis vieux, ben, c'est comme ça, il faut me prendre comme ça ou pas me prendre. Et donc, ça marche bien. Et donc, mon histoire, c'est aussi l'histoire de l'homme. Enfin, je ne veux pas être prétentieux une troisième fois, mais c'est un petit peu ça. Et je disais à dire qu'une idée de titre, mais c'est un peu long. Mémoire, c'est entendu. Mémoire en millions d'années, c'est possible. J'avais pensé à la petite histoire d'un homme, c'est la mienne. La grande histoire de l'homme, c'est l'autre. Mais c'est un petit peu long, c'est un petit peu lourd, et je trouverai évidemment autre chose. Mémoire, ce n'est pas suffisant parce que, comme pour Télé 7 jours, je ne suis pas connu de tout le monde. Mémoire d'un paléontologue, c'est un peu rude. C'est pas beau, hein, ces mots paléontologue, paléontologiste. C'est des mots à rallonge et qui ne sont pas connus de tout le monde. J'avais dit ça un jour à un policier qui m'avait arrêté sur le quai en bas, là, le quai de la Seine, et il m'a envoyé au poste. C'est louche. Si vous faites dans la vie, paléontologiste. Vérification. Et le supérieur avait pris des allures. Oui, bien sûr. Donc, et ensuite, Yves Lucie et les autres, non. Yves Lucie et les autres, Yves Lucie et les autres, c'est déjà pris, mais ça peut être traité d'une autre manière. Ensuite, on va retrouver. Il y a des dessins aussi. Il y a des dessins. Très jolis dessins. Il y a des dessins qui sont dus à un ami qui s'appelle Sacha Kepner et qui déjà avait dessiné un certain nombre d'albums que vous aviez édités. Et qui fait des beaux dessins. Et oui. Lui, il a plus de 90 ans, ça c'est extraordinaire. Incroyable. Ouais. Et donc, j'y suis allé un peu sur la pointe des pieds en me disant, est-ce qu'il ne tremble pas trop? Non. Et finalement, ce qu'il fait, c'est très bien. Enfin, c'est tout à fait ce que je souhaite. En tout cas. Et ce seront des dessins, il n'y en a pas énormément, mais ce seront des dessins très, très simples et par lesquels je voudrais surtout démontrer certaines choses. Et comme vous savez, on démontre bien que lorsqu'on est simple, et du coup, quand on est simple aussi par le dessin, quand ce sont des dessins et des cartes trop compliquées, ça ne va pas et on s'y perd. Donc ce seront des dessins simples et même simplifiés. Et puis quelques images quand même. Peut-être la petite tête que j'avais quand je fouillais dans les années 40 et 50. Que tous nos auditeurs sachent que vous êtes beaucoup trop modeste et que c'est un livre très important. Vos découvertes sont très 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 importantes et qu'à travers vous, c'est quand même toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de nos origines. Là, c'est Yves Coppens, très 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 modeste, mais je vous en lirai des passages. Je vous le ferai lire. C'est un livre très 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 important. Donc je le dis quand même, si vous me permettez. C'est agréable pour moi de faire ces petits retours en arrière, si vous voulez. Parce que j'ai pas vécu, beaucoup de gens modestes, mais j'ai vécu de grands trucs. Et même quand j'étais enfant, j'ai vécu des grandes fouilles. Je vais raconter la première quand même. La première, c'est pas vrai, mais la première grande, c'était dans une petite île du nord du nord de la Bretagne. Je l'ai déjà raconté ici d'ailleurs. Qui s'appelle Carne. J'ai une mémoire de mammouth. Oui. Qui s'appelle Carne. Donc Carne comme Carnac, et en breton, ça veut dire tas de cailloux.
Et donc c'était prémonitoire. Donc nous sommes allés là avec quelques amis, moi j'étais étudiant, et un patron qui s'occupait de préhistoire à Rennes. Et on était devant une petite colline, mais on ne savait pas ce que recouvrait cette colline. Ça pouvait être une colline naturelle. Et donc on en a fait le plan, les hauteurs, et puis la topographie en général. Et puis on s'est dit on va percer, mais où est-ce qu'on va percer? Et en général les dolmens sont ouverts à l'est, donc on a percé du côté est. Et en effet, on est tombé dans une sorte de petit couloir, avec des orthostates, des menhirs debout, et puis une couverture de grandes dalles. Donc une sorte de petit coffre, mais de petits couloirs en même temps, fermés au debout, fermés à l'entrée, fermés à la sortie. Et une fois qu'on a eu ce petit couloir, on l'a vidé, et dans ce petit couloir, on a trouvé peu de choses, quelques bouts de poterie, pas grand-chose. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on a sondé avec une petite baguette. D'un côté, c'était la sortie, de l'autre côté, c'était un mur, de l'autre côté, c'était un mur, et de l'autre côté, c'était creux. Et il se trouve que des trois garçons que nous étions, j'étais le plus jeune, et j'étais le plus maigre. Et c'est moi qui ai été choisi pour entrer, j'ai failli arrêter ma carrière là, pour entrer par un tout petit sas qu'on avait ouvert. Et c'est dangereux parce que c'était des pierres sèches, et les pierres sèches risquaient de s'effondrer. Donc on avait ouvert un petit guichet, et c'est par le guichet que je suis passé, et je suis entré, c'est formidable, j'avais juste 20 ans, dans une salle en voûte, quoi. Une salle voûtée, ça s'appelle un tolos, ça s'appelle une espèce d'arche en ruche, avec des pierres en encorbellement. C'est-à-dire les pierres étaient sèches, encore une fois, pas de ciment entre les deux. Et comme ça, jusqu'à une clé de voûte qui faisait une voûte, quoi. Et c'était formidable. Enfin, pour moi, j'entrais pour la première fois depuis 7000 ans dans cette sépulture qui était un dolmen à couloir. Et en fait, d'habitude, il y a un couloir, et puis le dolmen proprement dit, la chambre sépulcrale proprement dit. Et là, il se trouvait que le couloir était fermé à l'entrée de la chambre. Donc c'est pour ça que ce couloir, on l'a pris pour un petit coffre, pour autre chose. Et en fait, c'était un couloir simplement, mais avec deux fermetures. Et les gens, une fois que les personnes ont été enterrées dans la chambre sépulcrale, avec cette voûte de 5 mètres de haut, autant de diamètre en bas, avec deux dallages, et puis plein d'objets. Et une fois que les gens ont été enterrés, ils sont sortis, ils ont fermé la chambre, puis ils sont sortis du couloir et ils ont fermé le couloir. Et tout était resté comme ça depuis 7000 et quelques années. Donc c'était mes 20 ans, ça marque. Et qu'est-ce que l'on trouve comme objet? Pardon? Qu'est-ce que l'on trouve comme objet? Non, j'ai pas d'objet, non. Comme objet, il y avait des poteries, il y avait des pierres taillées, notamment des pointes de flèches, il y avait des pierres polies, de ces petites haches emmanchées, mais évidemment le manche avait disparu. Les terres sont acides, si bien qu'il y avait très peu d'ossements, juste des petits morceaux d'ossements qui n'étaient pas encore mangés par les terrains acides. Et donc un certain nombre de choses qui pour nous étaient intéressantes, au point que les poteries avaient un profil particulier et que c'est devenu un type de poterie. On appelle ça des poteries type Carne, l'île de Carne. Et encore une fois, c'est sur cette île-là qu'on a eu des charbons de bois, il y avait eu des foyers à l'intérieur de la sépulture, et qu'on a eu des charbons de bois, et que les charbons de bois nous ont révélé que c'était plus de 7000 années avant aujourd'hui, et que donc, contrairement à ce qu'on pensait, il n'y avait pas d'influence du mégalithisme du Proche-Orient, auquel on pense beaucoup, et qui sûrement a eu une influence dans la néolithisation, etc., mais que c'était véritablement un foyer de fabrication de cette architecture monumentale, qui est quand même la première du monde. Et ça a été confirmé par des datations qu'on aurait ensuite à Bardenès, dont je vous ai parlé, ce long tumulus de 100 mètres de long.
Et à Carnac, donc je travaille en ce moment, et c'est moi. Vous savez, quand on me nomme président d'un conseil, le conseil n'existe pas. C'est très drôle, mais c'est comme ça. Donc le conseil, vous arrivez, vous êtes président, vous êtes content, et puis le conseil, il faut le fabriquer, quoi. Ça m'est arrivé pour les mégalithes, ça m'est arrivé pour l'ASCO, ça m'est arrivé pour la charte de l'environnement que j'ai écrite. Ça m'est arrivé pour Monaco, où j'ai été chargé aussi par Régnier III de prendre la présidence d'un conseil international. À chaque fois, je suis président de rien, quoi. Donc, je fabrique mon conseil. Et pour les mégalithes, puisqu'on y était là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un certain nombre d'étrangers dont les sites étaient déjà au patrimoine mondial. Donc, ça nous donne des informations. Par exemple, la patronne de Stonehenge est dans mon conseil, dans mon comité. Et j'ai des gens d'Angleterre, j'ai des gens d'Irlande, j'ai des gens, toute la façade atlantique et Manche et mer du Nord. J'ai des gens du Danemark, j'ai des gens du Portugal, j'ai des gens d'Espagne. Donc ça fait un comité. Je ne veux pas, moi, j'aime pas les gros comités. Donc c'est un comité de peut-être une vingtaine de personnes, mais pas plus. Autrement, c'est difficile à gérer. Monsieur, je vais vous poser une question. Je suis toujours impressionné par les hypothèses et par la remise en question des hypothèses. Et j'entendais récemment, je ne sais plus si c'est sur France Inter ou sur France Culture, quelqu'un qui disait qu'on n'était pas sûr que Lucie soit Lucie, que ce ne soit pas Lucius. C'est pire que ça. La première contestation est venue d'un collègue suisse qui ne l'a pas appelé Lucius, mais Lucifer. Il a dit non, Lucie, c'est Lucien, quoi, c'est un mâle. Et en fait, bien sûr qu'on ne sait pas bien au début ce dont il s'agit. Nous, lorsqu'on a trouvé Lucie, c'est 1974, le bassin nous a permis de dire que c'était probablement une femelle. Ensuite, quand j'ai eu cette critique par un type qui s'appelle Schmidt, donc, de Zurich, j'ai tout de suite mis une thèse à nouveau là-dessus. Et la jeune femme qui a fait cette thèse a étudié à nouveau le bassin de Lucie, puis les bassins des préhumains, puis les bassins de, je sais pas, peut-être 10 000 femmes d'aujourd'hui. Donc statistiquement, elle a eu un bon rapport et elle a confirmé que c'était une femelle. Et par ailleurs, une mission à Hadar, là où nous étions, a repris en 1990, a duré 90, 2000, 2010, donc plus de 20 ans. Et cette mission-là a permis de retirer beaucoup d'ossements d'autres personnages, d'autres personnes, d'autres préhumains et préhumaines de cette même espèce, Australopithecus afarensis. Et là, on a clairement les mâles et les femelles, quoi. Comme vous savez, quand on a une population suffisamment grande, ça fait deux courbes de Gauss comme ça, et qui se recouvrent un tout petit peu parce qu'il y a des petits mâles et des grandes femelles. Mais quand même, il y a la différence dimorphisme sexuel qui est tout à fait claire. Donc Lucie, non seulement est une femelle, mais c'est même une petite femelle. C'est une petite bonne femme, quoi. Donc elle garde son statut. Un jour, j'avais dit ça dans un cours au Collège de France, c'est drôle. Et dans ce cours au Collège de France, j'avais toujours mes fidèles qui étaient plutôt des gens retraités et qui avaient le temps, et qui étaient intéressés. Et puis ensuite, il y avait des gens en activité qui arrivaient un petit peu plus tard. Puis ensuite, il y avait les étudiants qui arrivaient au fond, parce qu'eux étaient juste à la limite. Et puis comme mon cours était à leur programme, ils étaient bien obligés de venir. Et donc je leur dis, vous savez, Lucie, c'est peut-être Lucien. Et 20 ans, les 20 ans qu'on lui a donnés, pour l'époque, c'était une vieille bonne femme, quoi. Et j'ai eu des gens qui sont sortis, enfin des fidèles, en particulier d'un certain âge, qui me disaient, ne nous dites jamais plus ça. Parce qu'il y avait une histoire d'émotionnel qui était liée au personnage. Merci beaucoup. Ah oui, mais j'ai d'autres histoires. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Donc pour la sortie de vie, on ira tous à l'ASCO, d'accord? Ah oui, oui. Faire une visite. L'ASCO 4 est merveilleux. Ouais. La reproduction. On ira. La reproduction de l'ASCO 4 est très belle. Et l'ASCO 3, c'est une exposition itinérante.